Bien, merci à toutes et tous de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour ce webinaire. Étant donné que nous sommes nombreux, je vous propose que toutes les personnes coupent leur micro. Si vous avez des questions, il y a la discussion qui est possible sur la conversation et on verra pour répondre au fur et à mesure. Ou sinon, de toute manière, il est prévu une séance de questions-réponses en fin de séance. Allez, on attaque puisque le planning est assez chargé. Donc, pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je suis Rodolphe Pouvreau, donc le directeur du SRA depuis pratiquement 4 ans maintenant. Et donc, on va intervenir aujourd'hui pour vous présenter notre observatoire des sinistres collision auto 2024, qui avait été déjà proposé l'an dernier, pour lequel on n'avait pas forcément fait d'événements particuliers. Cette année, on a souhaité vous le présenter en partie avant de le publier. Et ensuite, bien évidemment, on se tiendra à votre disposition individuellement si vous avez des points de complément sur ce sujet. Alors, tout d'abord, pour faire plaisir à mon directeur des risques et conformités, je me dois de vous signaler que ce webinaire sera enregistré, que la captation vidéo, donc aussi bien l'image que le son, seront proposés via via un replay du webinaire sur nos plateformes digitales, donc aussi bien notre site internet que notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un éventuellement refusait son droit à l'image, je l'invite à nous quitter dès à présent, toutes les personnes restantes considérant qu'ils ont accepté le partage potentiel de leur image et de leur son. Le planning pour cette heure, donc on va vous repréciser le périmètre de notre analyse de l'observatoire. On vous parlera ensuite après de l'évolution du coût, qui est bien évidemment le sujet central de cet observatoire des sinistres. On fera un zoom sur la pièce, bien évidemment, le sujet est quelque chose de le plus important. Autre sujet important pour cette année, l'électrification des sinistres. On abordera ensuite un point de vue réparateur, hein. L'idée était aussi de donner la parole aux réparateurs, puisqu'ils ont aussi été acteurs principaux dans cette année, et ça sera intéressant d'avoir au moins un point de vue d'une professionnelle. Et en fin de séance, une séance de questions-réponses, si le temps nous le permet, et sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra bien évidemment répondre aux questions individuelles que vous pourrez nous transmettre par mail ou directement sur le forum et sur la conversation. Allez, je vous propose d'attaquer. Donc, le périmètre de cette étude est vraiment axé sur les sinistres de collision automobile. Donc, choc de collision, on entend tout ce qui va être choc de circulation, aussi bien en stationnement que lorsque le véhicule est en mouvement. Il y a systématiquement un rapport d'expertise, puisqu'on analyse les rapports d'expertise. Donc, c'est vraiment des sinistres de collision avec rapport d'expertise. Pour nous, dans l'interprétation de ce qui va être fait, ayez à l'esprit qu'on considère un sinistre réparable dès lors où le rapport d'expertise ne précise pas de valeur du véhicule, donc la VRAD, ou si la VRAD est supérieure au montant des dommages. Donc, à contrario, on va considérer les véhicules, les rapports irréparables économiquement lorsqu'il y a un montant des dommages qui dépasse la valeur indiquée. Quelques rapports sont considérés non exploitables puisqu'on n'arrive pas forcément à assimiler la notion de dommage ou de valeur, ou on émet des doutes sur l'importance des montants. Donc, on va les classer, nous, dès le début, dans une rubrique que l'on appelle autre. On n'a pas fait très original sur le nom de la rubrique, mais ça a le mérite d'être clair. Donc, en 2020, cette rubrique pesait un peu moins de 2% de l'ensemble des rapports d'expertise, hein. Donc, on est annuellement, en grosse maille, à peu près à 2 millions de rapports d'expertise dans ce périmètre-là. En 2024, on descend à 1,6%. Donc cette baisse de la part des autres, hein, s'explique par la qualité en croissance dans les rapports d'expertise, grâce aux différentes normes et aux logiciels, et puis aussi à notre expertise et notre expérience au fur et à mesure des années pour pouvoir aussi enrichir nos programmes statistiques pour éviter d'avoir le minimum de déperdition dans nos analyses. Pour cette année, on est à peu près à 88% de rapports classés en réparables et un peu plus de 10,6% de rapports classés en irréparables. Et ça, Narges vous fera un focus tout à l'heure sur ce sujet. Je vais passer la parole donc à Narges, justement, qui va nous faire une analyse et nous préciser un petit peu son constat en termes d'indicateurs et aussi nous donner quelques éléments de contexte et de compréhension. Si tu veux te présenter. Bonjour à tous. Donc, Narges Bensina et data scientist pour SRA.
Alors, Narges, cette année 2024. Oui, alors tout d'abord, donc un premier focus sur les sinistres réparables. Et comme l'a précisé à l'instant Rodolphe, les sinistres sont considérés donc réparables lorsque le rapport d'expertise donc n'indique pas de valeur du véhicule ou lorsque cette dernière donc est supérieure au coût des réparations. Alors donc durant donc les 2 dernières années, la répartition trimestrielle des rapports d'expertise oscille entre 23% donc pour le T3 2024 et 28,7% pour le T1 2023. Alors que ce soit donc pour 2023 ou 2024, le premier trimestre présente la part de sinistre la plus élevée annuellement, à contrario du troisième trimestre qui lui présente donc la part la plus faible. Alors on peut expliquer donc cet écart par les effets de saisonnalité comme la météo ou encore donc les périodes de vacances estivales, avec notamment les fermetures des ateliers de réparation. Concernant donc, le coût moyen des réparations, les 3 premiers trimestres sont assez homogènes en 2023 et on constate une augmentation importante pour le 4e trimestre qui s'explique certainement par la typologie des sinistres. En 2024, les 3 premiers trimestres sont nettement plus au-dessus et présentent donc des variations importantes par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente. La variation du T4, elle, ne résulte pas forcément d'un tassement réel des tendances, mais de la forte valeur du T4 2023, donc prise en comparaison. Ce coût est donc disparate d'une période à l'autre, comme vous venez le voir, et surtout d'un département à l'autre. Alors, la carte de gauche donne la répartition donc, des sinistres par département. On a en orange clair les départements avec la répartition la plus faible et à l'inverse, en orange foncé, donc les départements avec les parts les plus importantes. Les 3 départements donc, présentant le plus de sinistres en part sont les Bouches-du-Rhône avec 3,8% des sinistres, suivis de près par le Pas-de-Calais, 3,6%, et les Alpes-Maritimes, 3,2%. Si on cumule les 10 départements présentant le plus de sinistres, ça représente près de 30% des sinistres nationaux. Et je précise hors drone. La carte de droite, elle représente quant à elle donc, la répartition du coût moyen en base 100, qui est 2023. Donc la base 100, c'est 2023. Les 3 départements qui coûtent le plus cher en réparation sont les deux Corses, avec des réparations qui coûtent par rapport à la moyenne nationale plus 47%, les Bouches-du-Rhône plus 40% et la Seine-Saint-Denis et Paris avec plus 20%. À l'inverse, les 3 départements les moins coûteux en 2024, avec au moins 0,5% de part des sinistres nationaux, sont dans l'ordre les Deux-Sèvres, moins 38%, le Pas-de-Calais, moins 25% et les Côtes-d'Armor, moins 21%. Alors, en fait, ces écarts sont plurifactoriels, puisque cela peut dépendre de l'âge et du type de parc, de l'état du réseau routier, du niveau d'urbanisation, du type et de l'intensité des sinistres, des niveaux du taux horaire de main-d'œuvre, du taux d'utilisation des PRE ou encore du ratio remplacement-réparation des pièces. D'ailleurs, concernant les âges, vous retrouverez dans l'observatoire donc une partie dédiée aux tranches d'âge par département. Et en complément de l'observatoire, vous pourrez aussi retrouver à partir de cet après-midi sur notre site internet l'analyse complète département par département avec tous les départements, parce qu'effectivement, on n'avait pas la prétention de tous vous les présenter pendant le webinaire, avec juste la petite subtilité et le point de vigilance lorsqu'il y a des analyses sur des départements avec des faibles parts, donc ceux qui sur la carte sont les plus clairs, on peut avoir quand même des effets de volume qui soient suffisamment importants. Donc voilà, faites attention sur l'interprétation ou sur les publications que vous pourrez faire sur ces départements, puisqu'on peut avoir des valeurs qui fluctuent de manière assez forte d'une période à l'autre liées au volume. Alors, si on consolide l'ensemble des résultats par département, nous avons en vision nationale globale donc une hausse du coût moyen des réparations de plus 6,2% par rapport à 2023. Nous sommes donc sur des augmentations toujours élevées avec une variation de 2023 à 2024 qui reste supérieure à l'inflation générale. Alors, si on s'intéresse au coût par poste, le coût du poste-pièce reste celui qui augmente le plus avec une hausse de plus 7,3%.
Le poste main-d'œuvre, lui, augmente de 5,5% et le poste ingrédient peinture, plus 5%. On voit sur le graphique de droite que la part des pièces cette année dépasse les 52% du coût des réparations, quand en 2022, leur part était à 50%, environ 50%. Alors, d'une manière générale, par rapport à 2020, l'ensemble des trois postes augmente puisqu'ils sont au moins à plus 5%, mais l'augmentation est donc plus forte pour le poste de pièces. Alors, un zoom sur les sinistres irréparables. Alors là, malgré un vieillissement constaté du parc ces dernières années, la valeur moyenne des véhicules classés économiquement irréparables continue d'augmenter, donc cette année encore, avec plus 3% par rapport à 2023. Et après des années de baisse, le taux de VEI augmente significativement cette année et pour dépasser celui de 2021, un taux d'ailleurs qui augmente de plus 1,5 point entre 2023 et 2024. Alors, cette tendance peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment les tensions du marché des véhicules d'occasion, avec des fortes variations de la demande et de l'offre, ou encore l'augmentation des tarifs de vente des véhicules neufs. Je précise tout de même maintenant, mais je un zoom après, donc c'est surtout lié à l'électrification des véhicules ainsi qu'à l'intégration des réglementations environnementales et des normes de sécurité. C'était quelque chose de On a une question sur le taux de VEI. Donc, vous le retrouverez dans l'Observatoire dans la rubrique véhicules économiquement irréparables où effectivement, on a donné toutes les valeurs. Donc, on ne les a pas intégrées là. Mais c'est la tendance cette année que l'on constate, c'est que ce taux de VEI augmente alors qu'on était depuis 3 ans de mémoire sur une valeur baissière du taux d'irréparable. Et cette année, on a un taux qui repart à la hausse. Oui, tout à fait. Enfin, pratiquement 40% des sinistres coûtent plus de 5 000 € hors taxe, soit plus de 6 000 € toutes taxes comprises, et un tiers entre 2 500 et 5 000 € hors taxe. Et vous trouverez également dans l'Observatoire l'analyse par tranche de coût ainsi que par tranche d'âge. Alors, une petite diapo de conclusion. Alors, pour conclure, en 2024, les variations sont légèrement moins importantes, mais elles restent tout de même historiquement élevées. Depuis 2020, quand l'indice INSEE augmente de 14%, le coût des réparations augmente de près de 26%, le coût du poste pièce plus 29%, plus 20,8% pour le poste MO et presque plus 27% pour le poste ingrédient peinture. Pour les VRAD, depuis 2020, on est à plus 39,6%. Et pour rappel, donc l'indice INSEE, comme j'ai précisé, plus 14,2%. Donc, merci Narges. Donc, effectivement, on voit que cette année, les augmentations semblent légèrement moins importantes que les 2 dernières années. Par contre, si on va un petit peu plus loin dans l'histoire, on se rend compte qu'on reste quand même sur des variations relativement élevées en termes de pourcentage d'augmentation. Et surtout, ce sont des valeurs qui sont appliquées sur des montants relativement hauts déjà. Donc, c'est vrai que pour nos adhérents assureurs, vous pouvez retrouver sur notre site internet le tableau de bord avec les valeurs en euros. Vous verrez qu'effectivement, aussi bien sur les VRAD que sur les réparations, on arrive à des montants, il y a quelques années encore, on ne pouvait imaginer. Cette tendance s'explique, Narges l'a bien dit, par différents contextes au niveau des valeurs, tout un marché de l'occasion, un marché du neuf qui est aussi en pleine migration, évolution, avec qu'est-ce que sera l'avenir pour le véhicule d'occasion électrifié, quelles seront les tendances aussi pour la partie véhicule thermique. Beaucoup d'interrogations. Et bien évidemment, on sera vigilant dans les prochaines années sur les variations de ces valeurs des véhicules. Sur la partie réparable, on voit qu'on est vraiment sur cette tendance. Et effectivement, quand on regarde en 4 ans, pratiquement 26% de plus sur le coût des réparations et surtout 29% de plus sur le poste pièce. Donc, Bruno va nous donner quelques éléments de compréhension. Sur le poste main-d'œuvre, le poste ingrédient peinture, comme vous le savez, ces postes-là sont composés d'un nombre d'heures et d'un tarif horaire moyen. Dans ce webinaire, on a fait le choix de ne pas vous les présenter pour essayer de contenir le timing d'une heure. Vous retrouverez tous ces éléments, bien évidemment, dans l'observatoire. On dissocie les variations du poste en lui-même main-d'œuvre et du poste ingrédient peinture, mais également des tarifs horaires. On se rend compte que le nombre d'heures évolue peu, aussi bien que ce soit en carrosserie
que en peinture. En revanche, les tarifs horaires ont bien évolué ces 3 dernières années, sachant que dans l'analyse que l'on peut faire sur l'ensemble des rapports d'expertise, nous allons analyser tous les tarifs horaires avec bien évidemment des tarifs horaires qui vont être une partie en taux public et aussi une partie qui vont être liées à des conventions, des agréments que les réparateurs peuvent avoir avec les assureurs. Donc effectivement, nous ne dissocions pas agréés, non agréés. On va mesurer l'ensemble des évolutions de tarifs horaires. Donc ça, vous pourrez les retrouver directement dans le webinaire, aussi bien dans l'observatoire, aussi bien pour la main-d'œuvre que pour les ingrédients peinture. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire un focus sur la pièce, hein, puisque c'est elle qui continue d'augmenter le plus fort et c'est elle qui pèse le plus dans la réparation, plus de 52%, 52,6% de mémoire cette année. Et malheureusement, on craint que cette tendance continue pour les prochaines années. Donc pour nous parler un petit peu de la pièce, on va faire appel à Bruno Dang, donc, qui est notre responsable des pièces et des études tout au long de l'année. Bruno, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Bonjour à tous, donc Bruno Dang, je suis chargé d'études sur la partie pièces à SRA. Donc nous allons aborder les slides sur le poste pièces. Oui, vous m'entendez? On t'entend, Bruno, excuse-moi, ma souris ne me répondait plus. Ok, j'ai eu peur. Alors, comme l'a mentionné Narges sur ses précédents slides, donc un chiffre important vraiment, c'est que 52% du poste pièce pèse sur la charge sinistre. Donc, vous avez un éclaté d'une voiture qui indique les variations de coût moyen par famille de pièces entre 2024 et 2023. Donc, on voit que le poste pièce a augmenté significativement, mais les augmentations sont disparates suivant les familles de pièces. Donc, par exemple, on a les boucliers qui augmentent le moins, mais restent élevés, plus 6% pour l'avant, plus 7% pour l'arrière. L'éclairage, notamment l'optique, qui est, je vous rappelle, la troisième pièce la plus endommagée, elle augmente de 12% et 10% pour le feu arrière. Donc les amovibles, quant à eux, augmentent de 10 à 11%, et les vitrages, 13% pour la lunette arrière et 14% pour le pare-brise. Donc l'augmentation du coût dépend de plusieurs facteurs. À SRA, nous avons déterminé 4 composantes que nous allons vous détailler sur les slides suivants. Donc vous avez le nombre de pièces endommagées, le taux de remplacement, le tarif de vente des pièces et enfin le taux de réemploi. Merci Bruno. Donc là, effectivement, comme l'a dit Bruno, il faut bien comprendre que là, on parle des variations de la famille et pas uniquement du tarif des pièces. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le coût du poste-pièce est vraiment lié à ces 4 facteurs principaux. Après, il peut y en avoir d'autres, mais c'est vraiment ces 4 facteurs qui vont effectivement avoir un impact fort sur la variation et des variations qui sont quand même relativement fortes. Malheureusement, on n'identifie pas de famille de pièces qui augmenterait moins que les autres. On est quand même sur des ordres de grandeur qui sont relativement élevés puisqu'on est à plus de 6% et on monte jusqu'à des plus de 20%. Bruno? Nombre de pièces endommagées. Voilà, alors le nombre de pièces endommagées ou impactées. Donc nous sommes à 6,4 pièces endommagées en moyenne par sinistre en 2024. Donc je parle de pièces, donc c'est les pièces qui sont identifiées. Donc on exclut tout ce qui est visserie, toutes les petites pièces de fourniture. Donc en 2024, c'est en légère augmentation. Nous avons de plus en plus de pièces sur les véhicules, notamment sur les nouvelles règles de sécurité GSR2 qui imposent l'ajout de nouvelles aides à la conduite. On a aussi l'électrification des véhicules, donc des pièces spécifiques aux véhicules électriques, mais surtout l'augmentation du poids de ces véhicules qui favorise l'intrusion lors des chocs. On a aussi le confort et design avec l'ajout de pièces d'enjolivement, excusez-moi, qui sont situées dans les zones vulnérables. Et on a aussi, comme vous voyez sur les nouveaux véhicules, de plus en plus de LED. Un autre exemple, au niveau des LED, on a aussi les phares de jour qui sont dissociés des optiques de phare. Et il me semble avoir lu une étude il y a quelques mois qui était relativement intéressante sur l'augmentation des tarifs de phare et du coût de la famille optique que vous pourrez retrouver sur notre site internet aussi. Tout à fait. Alors sur le taux de remplacement,
on est à 71,7% des pièces endommagées en 2024 qui ont été remplacées. Donc, c'est plus 3,6 points par rapport à 2020. Donc, la majorité des chocs sont localisés à l'avant pour 45%, 33% pour l'arrière et 20% pour le latéral. Donc, c'est à l'avant où on remplace le plus de pièces, car beaucoup d'éléments sont démontables. A contrario, pour le latéral et pour l'arrière, c'est là où on répare le plus, notamment pour l'arrière, où en fait beaucoup d'éléments sont soudés. Je vous invite aussi, comme disait Rodolphe, à retrouver les répartitions des chocs dans l'observatoire qui est disponible sur notre site internet. Autre point, le développement de matériaux plus complexes à réparer, comme l'aluminium, qui nécessite un outillage spécifique et une aire dédiée. L'accessibilité, la démontabilité, ainsi que l'offre en pièces et méthodes de réparation, comme les optiques de phare. Donc, trop peu de constructeurs proposent la réparation en dehors des pattes de phare. Alors, lors d'un petit choc, comme un choc de parking, lorsque la vitre de phare est cassée ou le cuivre de phare est cassé, ben, en fait, on change la totalité du phare. Alors, le dernier point, le savoir-faire et le vouloir-faire. Alors, certaines pièces pourraient être réparées avec le savoir-faire des réparateurs carrossiers, mais on préfère encore remplacer que réparer. Qui dit on, c'est pas nous, hein. Oui. Dans les habitudes et les pratiques, et effectivement, c'est vrai qu'il y a des habitudes sur certaines pièces aussi pour aller vite, dans certains cas, quelquefois. Il y a encore cette mauvaise habitude de vouloir aller plus vite et pas forcément réparer. Et c'est vrai que le remplacement a cet avantage dans certains cas, et encore que avec les indisponibilités de pièces et ces choses-là, c'est quelque chose aussi qui est en train d'évoluer. Malheureusement, on ne le ressent pas encore sur le taux de réparabilité. Et comme l'a dit Bruno, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est sur un âge moyen là, des véhicules réparés qui a plus de 8 ans. Et tous les constats qu'on a pu faire dans notre étude sur les optiques de phare, les signatures lumineuses ou les designs des boucliers avant en 2023, c'est quelque chose aussi qui va venir compléter. Et malheureusement, on craint que ça vienne encore dégrader le taux de remplacement, hein, puisqu'on intègre de plus en plus des éléments technologiques, des éléments on l'a vu sur les boucliers ou les feux de jour qui sont vraiment dans des zones vulnérables, donc qui sont souvent très endommagés. Et c'est vrai que c'est aussi notre rôle de lancer cette alerte sur cette notion de réparabilité, puisqu'il y a un enjeu économique, bien évidemment, hein, on va vous parler des tarifs de pièces après, mais aussi un enjeu environnemental qui est fort. Les nouvelles pièces sont souvent conçues avec de l'électronique. Et l'électronique, comme vous le savez tous, c'est aussi des besoins en matières premières qui sont très polluants. Et c'est aussi l'intérêt commun d'aller développer de plus en plus des méthodes de réparation pour essayer de contenir aussi cet impact carbone, puisque vous le savez tous, hein, c'est un enjeu pour nous, pour nos enfants, et aussi c'est aussi des enjeux réglementaires, hein, avec par exemple la réglementation CSRD pour les assureurs et pour toutes les entreprises, avec cette notion dans un premier temps de mesurer son empreinte carbone, mais aussi de la réduire à moyen terme. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on va axer, nous, de plus en plus nos études sur cette notion de réparer plus, bien évidemment en respectant les règles du savoir-faire et aussi l'intérêt financier pour tous, parce que l'idée, c'est qu'il faut que la réparation permette aussi aux réparateurs d'avoir une facture qui soit rentable. Autre point, le tarif de vente des pièces. Donc, Essera dispose d'un outil de suivi de prix de pièces des constructeurs automobiles. Ça s'appelle le panier de pièces Essera. Donc, il est composé de 12 000 références de pièces, de 271 modèles représentatifs du parc sinistré, de 31 marques différentes. Donc, il est mis à jour chaque année, chaque début d'année. En 2024, nous avons calculé une augmentation de plus 5,9% du tarif brut des constructeurs sur les paniers de pièces Essera. Donc cette augmentation s'applique sur des tarifs déjà élevés. En 2024, les constructeurs ont aussi tous augmenté leurs tarifs et une bonne majorité ont même augmenté 2 à 3 fois au cours de l'année. Donc je vous rappelle que cette étude est disponible sur notre site dans les publications trimestrielles. Mais la nouveauté depuis mi-janvier, c'est que dans la rubrique panier de pièces Essera, vous pourrez retrouver les variations, mais en graphique dynamique sur le prix des pièces. Donc enfin, en 2025,
Nous augmentons aussi, mais pas les prix des pièces, mais les modèles suivis. Donc nous passons à 287 véhicules suivis pour 2025. Par rapport à ce que Bruno a dit pour les pages dynamiques sur le site internet, c'est réservé uniquement pour les adhérents assureurs, hein. Donc, ne nous écrivez pas si vous n'êtes pas assureur et que vous n'avez pas accès, c'est tout Oui, à fait normal. C'est une exclusivité pour nos adhérents assureurs et effectivement, ils vont pouvoir avoir une approche dynamique plutôt que d'avoir un tableau fixe qui va leur permettre de passer d'une marque à l'autre et d'avoir une comparaison beaucoup plus facile et efficace. J'en profite juste que l'on parle aujourd'hui de la pièce, du panier pièce. On a souvent des interrogations, voire des incompréhensions sur les valeurs qui peuvent être différentes entre le panier et l'analyse que l'on va faire dans le coût moyen du poste-pièce dans les expertises. Et c'est tout à fait normal et compréhensible que les valeurs ne soient pas les mêmes. On est vraiment sur des périmètres différents. Le coût moyen du poste-pièce est vraiment l'analyse du poste-pièce dans les expertises, hein, donc qui est impacté par les quatre critères principaux que Bruno est en train de vous montrer, alors que l'analyse du panier-pièce, on est vraiment plus sur une démarche prospective, c'est-à-dire qu'on a un échantillon de véhicules qui est relativement représentatif, hein, puisqu'on est à plus de 80-85% des véhicules expertisés dans l'année précédente. Et sur cet échantillon de véhicules, on va suivre des pièces qui sont les plus endommagées dans les sinistres, hein, donc en moyenne 45-50 pièces par véhicule. Et on va suivre tout au long de l'année, enfin quand je dis on, c'est surtout Bruno, on va suivre tout au long de l'année, donc à chaque trimestre, les variations sur ces à peu près 12 000 pièces. On va appliquer une pondération sur chaque pièce en fonction de sa fréquence de remplacement, c'est-à-dire qu'un bouclier avant aura une fréquence plus élevée, donc une pondération plus forte qu'un feu arrière ou qu'une jupe arrière, par exemple. Et ensuite, chaque modèle va aussi avoir sa propre pondération en fonction de sa représentativité dans la gamme circulant et sinistrée du constructeur. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre en gros pour les assureurs qui nous écoutent, pour être un peu schématique. Ce que l'on voit dans les expertises, c'est ce qui a été réglé. Ce que l'on voit dans le panier, c'est potentiellement ce qui sera réglé dans les prochaines périodes. Donc, c'est là où il faut bien comprendre la différence entre les deux. Et ça méritera aussi un jour certainement d'avoir un complément d'information. Mais voilà, quand vous voyez les publications dans le document communication statistique où on met en face les deux valeurs, c'est tout à fait normal que les valeurs ne soient pas équivalentes. Elles sont généralement dans les mêmes tendances quand même. Et ce qu'on va vous proposer en année 2025, c'est aussi une documentation complètement revue avec un document pour chaque source. C'est-à-dire qu'on ne va plus mélanger du panier et de l'expertise dans un même document et vous aurez donc une multitude d'observatoires trimestriels en fonction des sources pour les expertises, pour le panier et aussi pour le panel réparateur. Excuse-moi, Bruno. Hop, oui. Merci du complément d'information. Alors, la dernière composante, donc le taux de réemploi. Donc, le taux de réemploi en 2024, il est de 5,3% de pièces remplacées qui sont issues du réemploi. Il était de 3% en 2020. Donc, 17,3% des réparations contiennent au moins une pièce identifiée en réemploi. Donc, Essera a déterminé plus d'une centaine de familles de pièces. Mais si on regarde le diagramme qui va s'afficher, excuse-moi, Bruno. Hop, je oui, réponds en même voilà. temps. Je répondais à une question. Voilà, si on regarde le diagramme circulaire, on constate une concentration de l'utilisation de la PRE sur quelques familles de pièces, comme l'aile avant pour 14%, la porte pour 10%, le bloc optique pour 10%, bouclier arrière et avant 9%. Donc je ne vais pas bailler toutes les pièces, mais ce qu'il faut retenir, c'est que 15 familles de pièces représentent 85% de la PRE. Merci Bruno sur cette thématique des pièces. Effectivement, pour le réemploi, on a fait un petit peu plus light que d'habitude cette année, enfin que d'habitude que l'an dernier dans l'observatoire, puisque voilà, comme vous le savez, il y a une multitude de choses à prendre en compte et on va dissocier le réemploi de l'observatoire. On vous a juste donné les éléments macro, mais ça méritera des études complémentaires et on vous proposera une étude beaucoup plus poussée avec les familles de pièces, leur taux de PRE par famille de pièces, la part comme l'a présenté Bruno, mais en allant sur l'ensemble des pièces. Voilà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a cette capacité, nous, de mesurer pièce par pièce, hein, puisque nos modèles statistiques identifient plus d'une centaine de familles de pièces. Donc, on a cette capacité de suivre et c'est un outil aussi qui sera mis à disposition dans le cadre de notre prochain label avec les centres VHU qu'on est en train d'initier, qui va nous permettre aussi d'orienter l'offre par rapport aux besoins et de faire correspondre au mieux cet équilibre-là. Merci Bruno. Rien d'autre à rajouter sur la pièce?
Non, mais je répondrai aux questions s'il y en a. Il y en a. Je vais reprendre la parole. Donc, l'idée était de faire un zoom sur l'électrification des sinistres, hein, puisque c'est, comme vous le savez, le fait majeur dans l'automobile ces dernières années. Donc, nous arrivons à identifier assez facilement et de manière relativement efficace l'énergie du véhicule, puisque c'est quelque chose qui est indiqué sur la carte grise et sur le rapport d'expertise. Ce qu'il faut avoir à l'esprit sur cette année 2024, c'est que si on réfléchit en tous âges, le diesel reste bien évidemment majoritaire, hein, puisque voilà, on paye le cumul de toutes les années analysées. L'essence suit à pratiquement 37%, et donc les véhicules électrifiés, donc aussi bien hybrides que électriques, commencent à être de plus en plus présents, puisqu'en 2024, ils représentent 11,5% des sinistres réparables de collision, quand en 2023, on était à 3,7 points de moins. Donc effectivement, on voit que l'électrification s'accélère aussi dans les sinistres, hein, pas que dans le parc. Si on fait un petit zoom sur les véhicules de moins de 2 ans, l'intérêt, c'est de voir effectivement que l'électrification, c'est vraiment sur ces dernières années qu'elle est de plus en plus présente. Là, on se rend compte que pratiquement 40% des sinistres réparables sont liés à un véhicule électrifié. Donc, pour l'instant, on n'a pas publié l'analyse des fréquences. C'est quelque chose que l'on fait, hein, puisqu'il y a bien évidemment cette interrogation autour des fréquences des véhicules électriques et hybrides. Est-ce qu'il y a plus ou moins de sinistres? C'est quelque chose qu'on commence, nous, à développer en interne. Pour l'instant, on n'a pas publié. Par contre, voilà, si on fait un petit peu une comparaison entre le parc de moins de 2 ans et ce que l'on constate dans les sinistres, on est quand même sur des ordres qui sont relativement proches. Et bien évidemment, au fur et à mesure des années, on complétera notre analyse avec vraiment une approche des fréquences des sinistres par énergie et aussi par modèle, parce que dans un même modèle, on a des énergies différentes. Et ça sera intéressant effectivement de pouvoir mesurer est-ce que le véhicule électrifié a plus ou moins de sinistres. On entend des choses. On communiquera quand on aura vraiment des valeurs consolidées et contrôlées. En termes de coûts, donc si vous avez un petit peu lu la presse ces derniers jours ou écouté la radio ou la télé, vous avez dû avoir quelques reportages issus de cette analyse. Donc lorsque l'on compare en base 100 les différents coûts en fonction des énergies, hein, donc la base 100 étant systématiquement le coût moyen de l'année 2024, on se rend compte que les véhicules hybrides, quel que soit le type d'hybride, hein, on a vraiment fait une famille globale hybride, et véhicules électriques sont de l'ordre de 15% plus coûteux que les véhicules, que la moyenne de l'ensemble des véhicules, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, majoritairement des diesels et des essences. On retrouve cette surcoût sur l'ensemble des postes, hein, donc aussi bien sur le poste pièce, on voit que les véhicules hybrides sur le poste pièce vont être 22,6% plus élevés que la moyenne toute énergie. Les électriques, on va être à 12% plus élevés que la moyenne des énergies. Et on retrouve aussi cette tendance sur le poste main-d'œuvre qui va s'expliquer aussi bien au niveau du tarif horaire que du nombre d'heures. Donc, on n'a pas mis là sur cette analyse les ingrédients peinture, parce que c'est vraiment là, sur ce poste-là, déjà, qui représente un peu moins de 11% de la facture. Donc, ce n'est pas forcément là où on va axer le plus nos analyses, mais c'est surtout sur le poste où on voit très peu, voire pas d'écart, puisqu'effectivement, la conception étant relativement proche, peindre une porte d'un véhicule électrique, hybride ou essence est quand même relativement proche, donc on n'a pas de gros écarts. Donc voilà, ayez à l'esprit que aujourd'hui, c'est vraiment cette tendance que l'on confirme, hein, puisque c'est déjà des choses qu'on avait perçues un petit peu l'an dernier avec des volumes moindres, mais on se rend compte que systématiquement, le véhicule électrifié va être plus cher que la moyenne des véhicules. Plusieurs explications, Bruno a commencé à le dire, hein, le véhicule électrifié est par nature plus lourd, donc plus il est lourd, plus il a de l'inertie, potentiellement plus les dommages seront intenses et coûteux à réparer, hein, avec potentiellement des éléments qui auraient peut-être été juste à réparer sur des thermiques et qui deviennent à remplacer sur des électriques ou des hybrides, ou des éléments qui sont plus endommagés. On a aussi les matériaux qui sont plus complexes, hein. C'est vrai qu'on est généralement sur des véhicules plus récents et les constructeurs, pour pallier le surpoids des véhicules électrifiés, vont être aussi amenés à utiliser des composants plus légers, comme l'aluminium, les composites. Et pour les réparateurs et les experts qui sont présents aujourd'hui, vous le savez, c'est des éléments qui sont réparables, mais plus difficilement réparables aussi, hein. Donc, ça engendre aussi de la complexité à réparer et potentiellement des éléments qui deviennent irréparables techniquement. On a aussi le fait que les véhicules électrifiés sont concernés par des nouvelles pièces qu'on n'avait pas sur les thermiques et d'autant plus sur les hybrides, puisque là, on va cumuler les deux énergies. Donc, en plus,
on cumule les deux spécificités des pièces thermiques avec les radiateurs, les condenseurs à l'avant, plus les pièces de la partie électrique, donc avec potentiellement des câbles, des prises de recharge et dans certains cas des batteries à remplacer. On a aussi fait le constat que on a du temps de main-d'œuvre supplémentaire sur le véhicule électrifié qui va s'expliquer souvent par la mise en sécurité du véhicule. Et ça, effectivement, c'est une des obligations du véhicule électrifié, c'est de pouvoir, avant d'intervenir dessus, il y a des précautions à prendre pour éviter le risque d'électrocution qui est très très fort sur ces véhicules et aussi le risque d'incendie dans les ateliers. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas aller à l'encontre, bien évidemment, de cette nécessité, mais ça a forcément du temps supplémentaire, donc un surcoût. Et on constate aussi que les tarifs horaires moyens pour les véhicules électrifiés sont généralement plus élevés que les véhicules thermiques. Vous voyez, 110 pour l'hybride, 113 pour l'électrique, quand on est à 100 pour l'essence et 97 pour le diesel. Et ça, on l'explique en partie par le fait que les véhicules électrifiés sont souvent plus récents. Et il y a aussi cette obligation de mise en sécurité et d'habilitation. Et donc, les véhicules électrifiés ont tendance aussi à aller plus soit vers les réseaux constructeurs ou vers des réseaux spécialisés avec des habilitations particulières qui ont généralement des tarifs horaires plus élevés et aussi la facturation de certaines prestations en haute technicité qui peut être en T3 et qui a tendance aussi à faire augmenter ce taux de main-d'œuvre. On ne vous l'a pas mis sur ce graphique, mais vous le retrouverez dans l'observatoire. On a aussi fait un focus sur les véhicules de moins de 2 ans, où là, on voit que la part des véhicules électrifiés atteint pratiquement 40%, et on constate encore ces surcoûts avec les véhicules essence sur les moins de 2 ans, sachant que sur les véhicules diesel de moins de 2 ans, on est principalement sur des utilitaires, où là, donc, on va avoir des coûts qui sont plus élevés. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que même sur les véhicules de moins de 2 ans, je vois qu'il y a une question sur le chat. Effectivement, sur les véhicules de moins de 2 ans, on a quand même cet écart qui est un peu moins. De mémoire, nous alentours des 7,7% pour l'électrique et 10,3,4% de mémoire pour les thermiques, pour les hybrides. Donc on a quand même cet écart, même sur des véhicules plus récents, où là, on compare des conceptions quand même relativement proches. Pour les véhicules électriques, on entend souvent dire que ce sont des véhicules jetables qui partent plus à la casse. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que l'on constate, nous, dans nos analyses. Si on regarde en tous âges, on voit que les véhicules diesel sont les véhicules les plus souvent mis en irréparable économiquement, suivi des essences. Les électriques et les hybrides restent quand même nettement plus bas. Et si on fait un focus sur les véhicules de moins de 2 ans, on voit que l'écart se réduit, parce que bien évidemment, on réduit aussi les différences d'âge qu'on peut avoir entre le vieux diesel, excusez-moi l'expression, et le tout nouveau électrique. Donc on voit que les véhicules électriques hybrides restent quand même avec des taux de VI plus faibles que les autres énergies, qui va s'expliquer par le fait qu'on l'a vu, ils sont quand même plus coûteux à réparer. En revanche, aujourd'hui, les valeurs moyennes des véhicules électrifiés restent plus élevés que les véhicules thermiques. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, cette valeur supplémentaire des véhicules permet de compenser le surcoût des réparations pour les véhicules électriques. Par contre, l'interrogation qu'on se pose, c'est quelle sera cette tendance lorsque les véhicules électriques ou hybrides seront majoritaires dans le parc d'occasion. On voit qu'il y a déjà quand même quelques réflexions autour des véhicules électriques qui ont tendance à baisser en termes de valeur d'occasion plus forte que les véhicules thermiques. Donc voilà, c'est aussi un modèle à surveiller parce qu'on craint qu'à un moment donné, le taux de VI pour les véhicules plus âgés électriques et potentiellement hybrides pourrait être plus élevé que les thermiques. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, c'est quelque chose qu'on va surveiller dans les prochaines années. Je regarde la question en même temps. Les comparaisons, donc on les a données pour moins de 2 ans. Quel est le coût moyen en valeur de... Quel est le coût moyen en valeur? Donc les valeurs sont disponibles pour nos adhérents assureurs en euros et c'est vrai que pour le grand public, nous ne communiquons que des valeurs en bas de 100. Voilà, on vous a fait un petit teasing pour l'observatoire. Vous retrouverez beaucoup plus d'éléments comme l'a dit Narges et Bruno dans l'observatoire. On trouvait intéressant de faire aussi intervenir donc un réparateur, et donc ce sera une réparatrice, je ne sais pas si ça se dit, mais au moins on aura eu un équilibre femme-homme avec Narges et Jessica et Bruno et moi. Donc Jessica, je ne sais pas si tu es connectée, si tu nous entends. Je t'entends, Rodolphe. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, moi, en effet, je suis bien réparatrice. Je suis située dans le 37.
On fait un chiffre d'affaires de 3 500 000 euros. C'est un peu plus de 2000 véhicules remis en état pour le sinistre collision. De mon point de vue, l'année 2024 et l'année 2025 ont bénéficié d'une visibilité très faible et c'est ce qui va nous empêcher un petit peu d'avancer sereinement sur 2025, puisqu'on a vu il y avait de fortes mutations, alors des mutations et des inflations, et ça, en effet, c'est pas bon pour les réparateurs qui doivent pour autant être proactifs dans ces mutations. Si je devais faire un focus, Rodolphe m'a proposé un petit plan sur 5 points. Je vais essayer de les suivre correctement. Il y avait une première partie sur l'augmentation des coûts. Donc, ça a été évoqué de manière chiffrée sur différents paramètres. Donc, la pièce, la peinture, la main-d'œuvre. Je rajouterai néanmoins 2 paramètres très importants qui viennent grever notre réseau également, hein. C'est les augmentations des produits parapeinture et des consommables, hein, ce qu'on appelle les fongibles, qui nous permettent de réaliser des réparations conformes aux prescriptions constructeurs et qu'on a du mal à revaloriser évidemment dans la facturation. Et puis l'énergie, hein, puisqu'on est quand même malheureusement une activité qui est très gourmande en énergie. Tant l'électricité que le gaz ont vu des augmentations importantes ces 3 dernières années. Ça vient gréver le compte de résultat de manière importante. Ça peut aller de 10 à 20% quand même sur le compte de résultat. C'est non négligeable. Là aussi, difficile de réimpacter sur la facture. Notre espoir quand même, bien qu'on n'ait pas de visibilité, on a quand même l'espoir. On est optimiste. C'est la résolution du conflit russo-ukrainien. Si jamais une entente devait se faire, ça libérerait le gaz et donc abaisserait les coûts du gaz. Et comme l'électricité est indexée sur le gaz, on pourrait voir une amélioration de ce point de vue sur la rentabilité de nos entreprises. Voilà pour la partie augmentation des coûts. Sur la réparabilité des pièces de plus en plus complexes. La réparabilité, c'est le mot de 2025. Hein. C'est comment réparer plus. C'est une forte demande, évidemment, des apporteurs d'affaires, mais ça a aussi du sens pour valoriser le métier. Ça nécessite donc de plus en plus de compétences. Donc, nous, les collaborateurs chez nous, ils ont un plan de formation qui s'est renforcé, notamment avec une grosse intervention du CESVI pour faire les montées en compétences. La limite de la réparabilité, c'est notre obligation de résultat. Alors, il y a une obligation de résultat sur le plan esthétique, c'est-à-dire la conformité et donc la satisfaction du client. Et puis, il y a une obligation aussi de sécurité, c'est-à-dire qu'un pare-choc qui va être déformé sur 40 cm, il est probablement réparable si les composés et composants internes au pare-choc le permettent. Par contre, il va y avoir une question de durabilité dans le temps. Et puis, en cas de choc, est-ce que un pare-choc qui a subi des étapes de chauffe, etc., sur une dimension importante, va se déformer de la même manière? Ça, on a aussi des interrogations. Donc, la réparabilité, oui. La faisabilité, la durabilité, c'est encore des paramètres qu'il faudra bien mesurer pour la suite, même si on y est évidemment favorable. On va avoir aussi sur la réparabilité Là, c'est du véhicule terrain. Nous, on est réparateur Tesla. Donc, j'ai vu des véhicules Tesla, donc véhicules électriques, principalement composés d'alu et d'alliage. En redressage sur le marbre, on se fait peur. On se fait peur pour 2 raisons. D'une part, c'est que les accroches d'amarrage lâchent plus facilement, dans le sens où c'est une tôle qui se déforme et qui se déchire. Et puis, les caisses bougent. C'est-à-dire qu'un tirage sur la moitié inférieure de la caisse peut venir impacter le haut de la caisse. C'est assez impressionnant. Alors là, ça fait 1 an qu'on est réparateur Tesla, donc on a
on a fait nos œuvres et on s'est fait la main. Mais les premières fois, il faut avouer que oui, ça peut paraître inquiétant quand même. Maintenant, on est là pour appréhender ces paramètres-là et être formé de manière régulière pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux matériaux. Et de toute façon, l'électrification et la pénétration des véhicules électriques dans nos ateliers est très important de plus en plus. Donc, de ce point de vue, on va pouvoir passer au troisième point qui est l'électrification dans nos ateliers. Électrification donc, qui s'intensifie avec l'arrivée massive de la marque Tesla, mais les arrivées des marques asiatiques maintenant, avec Link-Eco et BYD, majoritairement sur la région Centre-Val de Loire. Se posent plusieurs questions avec cette électrification du parc et ces marques asiates. C'est existe-t-il un stock de pièces? Où est-ce qu'on se source? Est-ce qu'on va préserver des marges sur la pro de ces pièces? Quelle va être la disponibilité de ces pièces? Et puis, quelle va être aussi la réparabilité de ces véhicules asiatiques où bon, les procédures constructeurs sont pas franchement mises à disposition des réparateurs. Et puis la qualité, tout simplement, des matériaux qui sont utilisés dans ces véhicules. Encore une fois, ça risque d'être des véhicules qui vont être moins chers sur le marché que les véhicules électriques qu'on a pour le moment. Et donc, du coup, ne risque-t-il pas d'augmenter la part de VEI parce que on a vu que le prix de base était important. Et donc, si c'est des véhicules qui cassent le marché et qui sont ne serait-ce qu'un tiers de moins, 30% moins chers que les véhicules qui sont aujourd'hui circulants électriques, on peut se poser la question de la réparabilité. Et du coup, ça, ce sont les prochaines années qui vont nous le dire, et le SRA en particulier. Il reste 2 points, le besoin en compétences et matériel et puis la disponibilité des pièces. Alors sur les besoins en compétences et matériel, ils sont croissants, notamment avec l'électronique qui prend de plus en plus de place et puis les ADAS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus besoin d'un super tech, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans un atelier comme nous, toute marque, va être agile pour pouvoir switcher de différentes technologies, ordinateurs de bord. Et là, j'ai une petite anecdote. On a rentré une BMW électrique très récente et on devait recalibrer les ADAS, sauf que on était en difficulté, on n'y arrivait pas. Et on a fini par appeler BMW qui nous a dit, bah oui, c'est qu'il faut faire la mise à jour. D'accord. Et en fait, ils avaient eu la procédure de mise à jour la semaine d'avant, chez le constructeur. Tout ça pour dire que c'est la course à la technique, à la technologie, à la mise à jour et qu'il va falloir qu'on soit très, très réactif parce que tout évolue très, très vite et qu'aujourd'hui, l'action d'ADAS et de recalibrage qu'on maîtrise très bien n'est pas la seule chose à faire sur le véhicule en réalité. Il faut vraiment rentrer dans l'ordinateur de bord. Donc, l'avenir, c'est sûrement d'avoir un super tech parmi nos collaborateurs pour pouvoir agir sur toutes les marques et puis assurer la sécurité des véhicules qui sortent de nos ateliers. Sur les matériels, on a quand même quelques petites innovations qui vont pas transformer le monde de la réparation, mais qui sont ergonomiques, intelligents sur différents plans, qui permettent de faire gagner du temps en atelier. Ça va être le cas, par exemple, des tire-clous portatifs, donc là sont facilement, peuvent être mis facilement en œuvre, beaucoup plus facilement qu'un tire-clou classique. Idem, on va avoir les petites équerres de tirage. Là aussi, ça nous permet de faire des interventions d'intensité moyenne sur un choc moyen, mais en gagnant un petit peu de temps sur la mise en œuvre de ces matériels. Il va y avoir beaucoup, on l'a vu, les systèmes de montée de teinte autonomes. Donc, il existait, chaque année, on a un nouveau fournisseur de peinture qui crée sa propre machine pour faire des montées de teinte très précises et en économisant du temps aux collaborateurs. C'est-à-dire que ce n'est plus lui qui l'a fait manuellement. Il met un pot et puis les bases vont, selon un teinte
un code teinte se peser automatiquement sur ce mécanisme de montée de teinte. Ça a quand même l'avantage d'être précis, de faire moins de déchets. Et donc, sur le plan RSE, il y a du sens. Accessoirement, il n'y a pas de grande valeur ajoutée au peintre de regarder les gouttes tomber dans un pot. Donc, là aussi, je trouve que c'est des petites innovations quand même qui prennent du sens. Et puis enfin, sont d'actualité actuellement pour faire face à la crise énergétique, les petits dispositifs de réchauffeur d'air et déshydrateur d'air, ce qui permet en fait de pistoler la peinture à une température de 20 degrés et de facto de diminuer la température de la cabine de 1, 2, 3 jusqu'à 4 degrés. Donc là, on devient économe en énergie, économe en empreinte carbone et on fait gagner du temps au collaborateur qui va passer moins de temps en cabine, ce qui va nous permettre d'augmenter la rotation des véhicules. Dernier point, c'est la dispo des pièces. Nous, ce qu'on constate dans notre atelier, c'est que les délais sont rallongés au moins 2 fois sur 5. 2 dossiers sur 5 voient des commandes de pièces qui dépassent les 72 heures, ce qui est quand même conséquent et qui vient désorganiser un peu quand même les ateliers. Une indispo des pièces sur un dossier sur 5 quand même. Donc là où il faut qu'on ménage de nouvelles sources d'approvisionnement. Qui dit nouvelles sources dit souvent aussi marge diminuée, puisque ça reste, quand vous diluez vos achats, par définition, vous n'avez pas les mêmes possibilités pour négocier des remises sur ces pièces. Hein. Ce qui nous permet de nous sauver quand même sur cette dispo de pièces qui est dégradée, ça va être la pièce de réemploi, la pièce issue de l'économie circulaire. Chez nous, elle gagne 3 à 4% par an et on est au-delà des 20%. Donc, c'est au-dessus de la moyenne. Hein, Rodolphe, Rodolphe. Oui, je crois que c'est Rodolphe qui a annoncé 17%. Nous, c'est au-delà de 20%. Hein. 20% des factures, Jessica, contiennent au moins une pièce de remploi, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et ça, c'était le cas en 2024. Et je pense que 2025 et 2026, on va continuer à augmenter ce pourcentage. Il y aura bien sûr à un moment donné un ralentissement sur l'usage et le recours à la pièce de réemploi, parce que on ne trouve pas tout en pièce de réemploi. C'est l'offre et la demande, encore une fois. On va arriver à saturation de cette typologie de marché. Ce qui m'inquiète aujourd'hui sur la pièce et qui fera peut-être l'objet d'une étude par le SRA, c'est la demande de plus en plus pressante des experts automobiles sur le remplacement des pièces par des pièces de qualité équivalente, la PQE. Ces PQE vont avoir une réglementation qui n'est pas bien définie encore et qui vont présenter des irrégularités, en tout cas une hétérogénéité dans la qualité des pièces qui nous inquiète pour notre obligation de résultat à venir. Voilà pour balayer cette année 2024 et les perspectives 2025. Merci Jessica, quelle efficacité. Faire rentrer 2024 en 12 minutes, bravo. J'ai une petite question de Michel Forissier qui peut être un potentiel client qui pose la question, est-ce qu'aujourd'hui dans vos formations que vous avez en tant que réparateur Tesla, vous avez la capacité de réparer, il appelle les blocs arrière en fonte d'aluminium Tesla, donc je suppose qu'il fait référence au gigacasting. Est-ce que ça c'est des sujets actuellement où tu as déjà été concerné sur cette partie-là? Parce qu'effectivement on entend beaucoup la voiture jetable à cause du gigacasting. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as eu déjà un retour d'expérience là-dessus? Nous, on a déjà eu 2, 3 cas de figure qui se sont présentés dans notre carrosserie et en fait, c'est un responsable Tesla qui nous donne le go ou le no-go pour envisager la réparation. Et souvent, il y a un accompagnement quand même sur des réparations qui sont plus complexes, c'est-à-dire qu'on va être en permanence connecté avec des super tech Tesla. Voilà. D'accord. Ok. Et à ce stade-là, juste sur ton expérience, est-ce que si ça n'avait pas été du gigacasting, tu penses que ça aurait changé la méthode de réparation, c'est sûr, mais au moins le coût de réparation, est-ce que c'est quelque chose? Parce que c'est vrai que c'est la crainte qu'on a, nous, de remonter de nos adhérents assureurs, c'est de se dire le gigacasting va coûter plus cher ou potentiellement va mettre les véhicules à la casse.
Ça peut. Un peu. Ouais, mais bon. Ça peut. Mais les politiques et les lobbies sont très incertains en ce moment. Donc, c'est difficile pour moi de me positionner parce que on est quand même que des faiseurs et on n'est pas très grand, pas très gros. Nous, on est toute marque, mais je pense que sur certaines marques, ça aura un impact et en effet, on mettra plus de véhicules rebus. Sachant que nous, on a fait la démarche d'analyse, on n'a pas publié encore, mais c'est vrai qu'on a fait depuis une année déjà une étude autour du gigacasting. On est en échange avec les équipes Tesla sur ce sujet-là. C'est quelque chose que nous, dans les chiffres, en vision macro-marché, on ne perçoit pas une dérive énorme, voire même on ne perçoit pas de dérive sur un taux de VUI plus important sur les modèles Y qui sont les seuls, à notre connaissance, équipés en gigacasting de la gamme Tesla par rapport aux autres. Bon, voilà, c'était juste, je profitais de ton expérience pour avoir le sujet. Ok, y avait-il autre chose, Jessica, à rajouter sur cette partie-là par rapport à ton autre casquette au niveau Chambre du commerce, des choses comme ça par rapport à l'accompagnement sur les... Je sais que tu prends énormément d'alternants ou d'apprentis dans tes équipes. Alors, en Voyez effet, présent. on a parlé des besoins en compétences, donc on est toujours sur une pénurie de main-d'œuvre qui est assez importante et inquiétante, et des compétences qui sont quand même nivelées plutôt vers le bas. Ce qui nous amène à former beaucoup. La difficulté, c'est que les aides qui sont liées aux apprenants qu'on a chez nous est remise en question et qu'on attend une décision de la part du gouvernement, mais qu'il est probable que ces aides soient supprimées. Ce qui va quand même impacter grandement nos structures, parce qu'aujourd'hui, la seule façon qu'on a de maîtriser les masses salariales, c'est bien de former nos apprenants et d'injecter en fait de la matière première et des compétences dans le monde de la carrosserie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on diversifie nos sources d'approvisionnement de main-d'œuvre et notamment, on monte des projets avec la Chambre de commerce et de l'industrie, donc nous de la région Centre-Val de Loire, pour favoriser des reconversions professionnelles. D'accord. Et là, on arrive encore à avoir des aides puisque c'est des aides qui sont dépendantes de la région cette fois-ci. D'accord, ok. Merci. Tu restes avec nous, Jessica. Il y aura peut-être des questions, je suppose. Hop. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Et effectivement, Merci, Orla. c'était à notre sens très intéressant aussi de compléter notre vision purement analytique par une vision de terrain, sachant que c'est des choses que l'on fait tout au long de l'année. Donc, pour poursuivre et pour finir, je vous propose, il est midi pile, on peut prendre quelques questions si vous le souhaitez. On est encore plus de 180 personnes. Donc, si des personnes ont des questions à poser à l'équipe SRA, donc à Nargest, qui de mémoire n'avait pas mis sa caméra. Si tu l'as mis, pardon. À Bruno ou à moi-même ou à Jessica pour la partie garage, n'hésitez pas. On vous laisse quelques minutes. Euh, oui, on a une question de Alexis Lyria. Oui, bonjour Alexis Léria de Direct Assurance. J'avais une question sur l'un des premiers slides où vous parlez justement d'une évolution du coût de la VRAD qui était pratiquement de 40% entre 2020 et 2024. Est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on peut avoir au niveau des tranches de VRAD les différentes évolutions? VRAD en dessous de 10 Ça 000, vous, ouais, Oui, pardon. vous pouvez les retrouver dans l'Observatoire. Effectivement, on a fait par tranche de coût et par tranche d'âge. On a fait cette répartition. Et c'est aussi pour les assureurs des études que l'on fait au moins 2 fois par an. Mais effectivement, dans l'Observatoire, on l'a mis en base 100. Mais c'est quelque chose pour les assureurs, on le fait aussi en valeur. Super, merci beaucoup. Il y avait une question sur de la partie projection pour 2025. On n'a pas encore de boule de cristal. Par contre, à la demande de nos adhérents, on a développé une calculatrice prospective, pardon, une calculatrice prospective. L'Argès à côté de moi m'a soufflé. Prospective, et l'idée, c'est on va la compléter avec les prochains trimestres. Et l'idée, c'est aussi de ne pas être juste sur du constat, mais de voir par rapport aux différents paramètres, aux différentes informations que l'on peut avoir du côté du panier pièces de Bruno, du panel réparateur, de ce qu'on voit dans les expertises, des tendances que l'on peut avoir. C'est au fur et à mesure des trimestres et de le compléter et peut-être ajouter un peu d'IA ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va proposer à nos adhérents assureurs dans un premier temps, tout au long de l'année de 25, le tester pour qu'en 2026, on ait quelque chose en production.
vois pas d'autres questions sur le chat. Quels seraient les outils de suivi des cadences pour la réparation? Il existe plusieurs outils de suivi. Nous, on en a utilisé pour notre étude sur les optiques de phare. On en a pris 2. L'idée, c'est pareil. Nous, côté SRA, on teste un peu des outils, sachant qu'on ne se positionne pas sur le sujet puisque ça reste quelque chose soit individuel pour chaque assureur ou il y a des démarches métiers qui peuvent être faites. Nous, pour l'instant, on est vraiment dans une approche utilisateur de cette donnée qui vient en complément des indicateurs de coût. Mais pour l'instant, voilà, nous, on ne prend pas de position vis-à-vis des outils de mesure. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la cohérence des valeurs. Au niveau de la libéralisation de la pièce, à ce stade, peu d'effets, voire pas d'effets. Et c'est vrai qu'en discutant un peu avec France Assureur, à qui on est affilié, on craint que côté assureur, l'impact soit très restreint, puisqu'il y a quand même un délai entre la fin de production du véhicule et l'ouverture à certaines pièces. Et on se rend compte que de toute manière, les pièces de carrosserie et par exemple, les optiques de phare de plus en plus contiennent du marquage avec un dépôt de la marque qui limite aussi l'accès à des pièces alternatives. Et la crainte que l'on peut avoir, nous, d'un point de vue purement analytique, c'est qu'on n'a pas la certitude que cette partie de remise supplémentaire soit aussi systématiquement reproduite sur la facture. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette approche de dire qu'une pièce achetée moins chère peut être aussi plus facturée au prix constructeur. Il y a une question, mais je n'arrive pas à la voir à l'entrée. Ok, et donc, sur la question, donc, effectivement, on est en train en accord avec nos adhérents et notre conseil d'administration, on a proposé en fin d'année de réfléchir à un label recycleur vertueux, excusez-moi pour le lapsus, recycleur vertueux. Donc là, on a des groupes de travail avec une trentaine de participants, des assureurs bien évidemment, multitude de centres VHU, et si on a aujourd'hui, je les remercie pour leur implication. On a aussi les fédérations métiers, plus différents acteurs de l'écosystème. Et l'idée, c'est qu'on est en train de travailler autour de cette réflexion. On a aussi la chance d'avoir un appui par une consultante spécialiste dans le droit environnemental qui est Claire Lichowski. Donc, on a voilà, tout ce sujet qui est en train de graviter. Et l'idée, c'est vraiment de proposer au centre VHU de la data, on en a, et aussi d'avoir un socle commun pour qu'on en parle ensemble des mêmes choses. Et l'idée, c'est que l'assureur pourra s'appuyer dessus, mais aussi le réparateur en disant, bah, tiens, je sais que ce centre VHU, il est labellisé SRA et que potentiellement, j'ai ça comme condition au niveau de la qualité des pièces, au niveau de la livraison. Voilà. Donc, c'est vraiment d'accompagner aussi les centres VHU dans la démarche. Et c'est vrai que ce sont des chantiers passionnés et passionnants, mais on avance bien avec une date cible de fin juin pour pouvoir proposer un premier protocole. Et l'idée, c'est, durant le deuxième semestre, c'est de commencer à tester le modèle dans des centres volontaires pour pouvoir, au fur et à mesure et d'ici la fin de l'année, classer les premiers sites. Midi 5, y a-t-il une dernière question ou est-ce que l'on va déjeuner? Ok. Donc, vous pouvez télécharger depuis le QR code qui vous est projeté directement l'Observatoire, ou sinon vous pouvez le trouver sur notre nouveau site internet. Fouillez un petit peu, il y a plein de belles choses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on reste à votre disposition pour des points individuels. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. C'est pareil, depuis le site internet, vous accédez à notre adresse mail globale, ou sinon vous avez forcément mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. L'idée, c'est aussi de capitaliser sur l'Observatoire. On a fait quelque chose, une présentation assez light. Et l'idée, c'est voilà, à vous d'aller fouiller un peu dedans et on se tient à votre disposition pour tous les compléments qui seraient nécessaires. En tout cas, merci à toutes et tous. Merci Jessica d'avoir pris le temps, malgré un agenda très, très chargé, de nous donner ton point de vue en tant que réparateur. Et ben, merci à toutes et puis bon appétit.